Bonjour et donc bienvenue dans cette interview avec Laurent Château. Donc Laurent Château, vous êtes passionné par le taoïsme. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages sur le Tao et l'entreprise. Et l'impression que ça donne, c'est que vous êtes en train de faire un pont en fait entre l'Orient et l'Occident et d'essayer de voir comment tirer parti du meilleur des deux côtés. En tout cas, c'est mon interprétation. Et comment faire en sorte qu'on puisse s'inspirer pour avoir des organisations qui soient peut-être plus résilientes. Donc, je suis Marianne Bernasconi et je vais vous interviewer pendant une demi-heure sur ce sujet-là. Et les sujets qui me passionnent particulièrement, c'est comment faire en sorte que les villes et les entreprises et les organisations de manière générale puissent être capables d'être plus résilientes et d'être dans une logique de régénération plutôt que de destruction des écosystèmes naturels et humains. Et c'est dans cette logique qu'aujourd'hui, on va discuter d'inspiration taoïste, de pensée chinoise, de biomimétisme, et on va voir comment ce type de leadership peut nous aider à progresser et devenir des organisations beaucoup plus résilientes. Donc, une première question, Laurent, pour vous donner la parole, enfin pour démarrer quelque part. Déjà, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à aller vers le taoïsme et cette notion de biomimétisme? Oui, bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors déjà, les taoïstes, si on rentre dans la philosophie taoïste, le message est plus important que le messager. C'est-à-dire que le taoïsme, c'est entre 4 et 5 000 ouvrages. La plupart d'entre eux ne sont pas traduits en chinois. Et la singularité de ce canon taoïste, c'est qu'aucun auteur n'a laissé son nom. Donc, si je devais me présenter comme un taoïste, je dirais qu'à la limite, qui je suis n'a pas d'importance, c'est le message qui l'emporte sur le messager. Donc, c'est la première chose. Déjà, on est vraiment, je vous mets de plein pied par rapport à la philosophie taoïste en tant que telle. Malgré tout, bon, il faut un porte-voix, et donc ce porte-voix, donc, il s'appelle Laurent Château ce matin. Donc concrètement, le taoïsme, moi j'ai toujours été attiré par l'Asie de manière générale, puisque j'ai commencé à apprendre le japonais il y a bien longtemps. Ensuite, j'ai pratiqué les arts martiaux sino-vietnamiens pendant 12 ans. Et puis, puisque je suis du côté de Toulouse, le hasard, si tant est que le hasard existe, a fait que le Qigong était enseigné dans l'art martial que je pratiquais à l'époque. Et donc, je suis un peu entré par effraction dans l'art du Qigong, hein, qui est l'art taoïste subtil, l'art de santé énergétique taoïste. Et donc, de fil en aiguille, je me suis interrogé sur cet art énergétique et de santé dont on pourra parler éventuellement ce matin, qui s'appelle le Qigong, hein, qui est l'autre grande tradition énergétique et de santé au monde avec le yoga, qui est indien. Le Qigong est plutôt chinois. Et donc, l'intérêt de la culture chinoise, c'est que quand on tire une ficelle, quelle qu'elle soit, on récupère la totalité de la culture chinoise parce que la culture chinoise est analogique. C'est-à-dire que dès qu'on tire un fil, on récupère la totalité. Et donc, forcément, quand vous pratiquez un art énergétique et de santé comme le Qigong, eh bien, vous vous intéressez à la culture chinoise et donc, vous récupérez le taoïsme. Et à partir de là, vous commencez à lire un certain nombre de choses. Et c'est tellement intéressant qu'à un moment ou à un autre, vous vous dites, déjà, pourquoi ne pas pratiquer le Qigong, par exemple, qui est cet art de gestion du stress, même de la santé du corps, du cœur et de l'esprit. Pourquoi ne pas l'appliquer, par exemple, dans le monde de l'entreprise? Et c'est comme ça que mon aventure éditoriale a commencé, par un premier livre qui a commencé à établir un premier pont, une première passerelle entre la pratique du Qigong, cet art de santé d'un côté, hein, qui vient de l'Orient, qui est très ancien, et le monde moderne de nos entreprises, voilà, aujourd'hui, qui cherchent de la performance. Et donc, ça a été le premier pont éditorial que j'ai commencé à établir avec des mondes qui, pour l'instant, ne se parlaient pas. Donc, je suis, comme disait l'autre, un créateur de ponts plutôt que de murs. Je ne sais plus trop qui disait ça. Voilà, c'est un peu ma grande mission aujourd'hui. Et alors, juste pour nous dire quelques mots sur le taoïsme, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de livres sur le Tao enfin, de l'entreprise, le Tao de plein de choses. En fait, ça a été décliné à de nombreuses reprises. Donc, qu'est-ce que le Tao et qu'est-ce que le Qigong, si on arrive à le définir en quelques mots? Oui, c'est une bonne question. Donc, déjà, je n'oserais pas définir ce qu'est le taoïsme, hein, parce que ce sera uniquement mes mots et ma propre définition. Puisque si vous avez 100 taoïstes, peut-être que chacun d'eux vous donnera une définition différente. D'accord? Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler du taoïsme, mais des taoïsmes. Déjà parce que dans le temps et dans l'espace,
le taoïsme nous envoie assez loin, puisqu'il s'agit de la Chine, il y a au moins 2500 ans, entre 2000 et 3000 ans, et même au-delà. Donc, le taoïsme nous renvoie au petit matin du monde, en fait. Hein. Et donc, je parle des taoïsmes. Pourquoi? Parce que le taoïsme, c'est d'abord du chamanisme, c'est ensuite devenu une médecine, ensuite, c'est devenu pour les empereurs de Chine un mode de gouvernance des États, et ensuite, c'est devenu une philosophie pour les lettrés. Et ensuite, c'est évidemment une voie d'éveil et de spiritualité pour les moines. Et ensuite, c'est devenu une religion, mais une fois que le bouddhisme est arrivé sur les terres de Chine, c'est-à-dire à partir du 1er siècle, et surtout sous la dynastie des Tang, c'est-à-dire entre le 6e et le 9e siècle. Et donc, le taoïsme s'est constitué en religion uniquement à partir du moment où le bouddhisme est venu établir une première concurrence de spiritualité. Et donc, si le taoïsme voulait continuer à exister, eh bien, il a fallu qu'il s'adapte, parce que le taoïsme, c'est aussi de l'adaptation, en créant une religion, des rites, des dogmes, des monastères, un imaginaire, on va dire, de divinité qui n'existait pas auparavant, justement parce que de plus en plus de disciples partaient du taoïsme vers le bouddhisme, qui était beaucoup plus bariolé, proche peut-être de l'humain, parce que le taoïsme parle assez vite du ciel, en fait. Et donc, pour certains humains, eh bien, le ciel, il est un peu loin, et le bouddhisme était une bonne transition, finalement, entre le monde de la terre et le monde du ciel. Et donc, le taoïsme a dû s'adapter déjà, et donc créer sa propre religion, mais on le voit qui est assez tardive, et donc pour se mettre un peu au goût du jour. Et le taoïsme s'adapte en permanence. Et encore aujourd'hui, je considère en tout cas que mes travaux de recherche contribuent à adapter le taoïsme à notre monde contemporain. Et c'est pour ça que le taoïsme n'a pas fini d'évoluer. Le taoïsme, le Dao, s'il devait y avoir une question là-dessus, le sinogramme chinois pour Dao, c'est un homme qui marche résolument vers l'origine des choses. Voilà la traduction pure et dure du taoïsme, c'est-à-dire que de son vivant, on va essayer de retrouver la maison de là où l'on vient. Alors certains en Occident ont pu l'appeler la source, mais c'est véritablement un chemin philosophique si on devait rester sur l'horizontal, et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, c'est une voie de transcendance, une voie d'éveil, pour rejoindre la source de d'où on provient d'avant notre incarnation. Concrètement, le taoïsme, c'est ça. Et puis, si je devais véritablement compacter tout ça en une phrase qui parlerait à tous nos contemporains, je dirais que le taoïsme, c'est comprendre les lois, les règles, la grammaire de la nature et du vivant, à soi-même, dans notre relation aux autres, dans notre vision et compréhension du monde. Et à ce moment-là, si on comprend les lois de la nature, on sera performant, on vivra en bonne santé et longtemps, et en plus, on sera heureux. Donc voilà la traduction que j'aurais tendance à dire de manière extrêmement pragmatique de ce qu'est le taoïsme pour moi aujourd'hui. Et quand je veux l'expliquer très rapidement en une phrase, façon pitch, elevator pitch, à mes semblables, je dis, si vous comprenez les lois du vivant et que vous les appliquez à vous-même dans votre relation aux autres et dans votre vision et compréhension du monde, à ce moment-là, vous vivrez en bonne santé longtemps, vous serez performant, même sur le plan professionnel, et en plus, vous serez heureux. Donc dit comme ça, effectivement, ça ressemble à un slogan publicitaire et on ne peut qu'y souscrire. Alors concrètement, je vais plutôt me mettre directement à la place des entreprises. Si on veut développer une culture taoïste, par où on démarre en fait? Parce que c'est vrai que c'est vendeur, ça fait rêver. Donc quel est le point de démarrage? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée, comme toutes les maisons. Hein. Il n'y a pas qu'une porte d'entrée, il y a aussi des portes, il y a aussi des fenêtres, il y a aussi la cheminée. Et donc, le taoïsme, c'est vraiment la voie de la liberté. Donc, en fonction des personnes, on adapte la réponse à cette question. Déjà, pour être très simple, j'ai résumé toute ma philosophie, toute la démarche que j'ai appelée le leadership taoïste et biomimétique par une devise ou une signature qui est la suivante. C'est, si vous vous posez une question, si vous avez un problème, que ferait la nature à votre place? C'est très concret. Et donc, ça permet un pas de côté pour sortir un peu de l'habitacle de ces problèmes, parce que quand on est dedans son problème, on a du mal à le résoudre. Et le simple fait de faire un pas de côté et d'interroger, de se poser cette question-là, ça permet de créer des perspectives qu'on n'avait pas envisagées. Pour être encore plus concret, je leur dis, comment répondrait un arbre à votre question? Comment répondrait un enfant à cette question?
comment répondrait votre corps à cette question? Comment répondrait, et ensuite, comment répondrait éventuellement l'amour à cette question? Et donc, on voit bien qu'on récupère, on récupère ce type de questions. Et là encore, pour être toujours très concret, parce que chaque fois, j'essaye d'illustrer mon propos pour ne pas qu'il reste trop théorique. Vous êtes, par exemple, un chef d'entreprise et vous décidez de construire un hôtel, par exemple, sur un littoral préservé. On voit bien qu'un actionnaire, on voit bien comment un actionnaire répondrait à cette question. Il appuierait tout de suite sur le bouton et vous construirez une tour de 22 étages. Ça ne lui poserait pas de problème. En revanche, si vous déportez la question et vous êtes toujours ce même décideur d'hôtel qui a envie de construire un hôtel à cet endroit-là qui est absolument superbe et préservé, et vous vous posez la question, comment répondrait un arbre à la question de arbre, que penses-tu de construire un hôtel de 20 ou 50 étages à cet endroit-là? Et je pense qu'il aurait une réponse différente d'un actionnaire qui lui raisonne à court terme et principalement rendement. Et à ce moment-là, peut-être que l'arbre vous dira, OK, si tu n'as pas d'autres possibilités de construire un hôtel à cet endroit-là, déjà pose-toi la question s'il y aurait des alternatives de lieu. Ensuite, si tu veux véritablement le construire à cet endroit-là, ben, essaye de voir ce que tu pourrais faire pour déranger le moins possible la biodiversité, intégrer le maximum ton hôtel dans le paysage, gérer au mieux tes déchets avec l'économie circulaire. Et donc, on voit bien que les réponses que récupérerait notre décideur seraient tout à fait différentes de celles qu'un actionnaire qui cherche un rendement à deux chiffres pourrait apporter ou résoudre. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, l'hôtel, il ressemblerait à quelque chose de très différent, avec des hôtels végétalisés, en profondeur, avec façon troglodyte, ou alors qui ressemblerait peut-être à des huttes des hobbits du Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, on voit que le projet serait complètement modifié, complètement intégré dans le vivant et dans la nature, et trouverait toute sa place. Donc, on ne dit pas non au projet, simplement il est adapté en fonction des lois du vivant. Et les lois du vivant, on pourra en reparler. J'ai abouti à 18 principes, par exemple. Le principe du beau, le principe de la frugalité, le principe de la simplicité, le principe de la bonté, le principe de l'adaptation au réel. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des principes du vivant. C'est très naturaliste, c'est très biomimétique. Et si on va un petit peu plus loin, on récupère aussi quand même des principes un peu taoïstes, mais qui expliquent la façon dont la nature fonctionne. Alors Et donc, justement, ouais, voilà, ouais. j'allais rebondir là-dessus justement. Quels sont les principes taoïstes parmi ces 18 principes pour faire le pont avec tout ce qu'on disait sur cette notion de chemin, de retour Ouais. à l'origine ou à la source? Ouais, donc les principes, il y en a 18. Hein. Donc, il y a des principes qui sont plutôt célestes, on va dire, et un peu universels. Et ensuite, des principes extrêmement terriens, terrestres, en fait. Et donc, l'homme est le trait d'union, ou la femme, hein, le trait d'union entre la terre et le ciel, hein, dans la sagesse taoïste. Et donc, il y a des principes comme l'impermanence. L'impermanence, elle dit quoi? Elle dit qu'à tout moment, les choses bougent. Ça, c'est un principe du vivant. Vous regardez la nature, même un arbre, regardez un arbre, en permanence, les feuilles bougent, les saisons bougent. Et donc, si vous avez des gens, par exemple, qui vous disent qu'il faut, par exemple, stabiliser une situation pendant 1000 ans, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que la vie est mouvement. La vie est mouvement. Et dès que vous souhaitez vous-même, même dans une relation amoureuse, par exemple, si vous souhaitez que rien ne bouge dans votre relation, ce n'est pas une relation de vie, c'est une relation, je suis désolé de le dire avec des mots aussi durs, hein, une relation de mort. Parce que ce qui ne bouge jamais, ce qui est rigide, et ce qui est raide et ce qui ne bouge pas, c'est la mort. Donc, un principe de vie, c'est un principe de mouvement, comme une rivière. Une rivière bouge en permanence. Et donc, l'idée, c'est d'entretenir une relation à la vie et même à la vie professionnelle comme étant une relation de mouvement. Alors, des mouvements en bien, en tout cas des choses agréables, mais des choses aussi pas forcément agréables parce que vous ne pouvez pas avoir de l'agréable sans désagréable. Et là, vous récupérez ce qu'on appelle la bipolarité dynamique, le symbole du yin-yang. Le yin-yang, il vous dit ça. Il vous dit, vous ne pouvez pas vouloir de quelque chose d'agréable si derrière, vous n'acceptez pas le désagréable. D'accord? Donc, ça, c'est un principe de vie et de nature. Après, vous avez un principe d'interdépendance. C'est-à-dire que vous prenez conscience que tout est en relation avec tout.
la discussion que l'on a ce matin, par exemple, il y a deux personnes qui sont connectées. Peut-être que ces personnes-là vont parler à des dirigeants qui eux-mêmes auront envie d'en savoir plus, qui vont lire du taoïsme, qui va modifier leur façon de fonctionner, de prendre leurs décisions et qui aura un impact peut-être mondial sans qu'on le sache. Donc, on voit bien que tout est en tout et tout est interdépendant. Tout bouge en permanence et tout est interdépendant. Et on ne peut absolument pas imaginer l'impact qu'aura, par exemple, ce podcast sur les décisions de décideurs importants ou moins importants à l'avenir. La nature. La nature, il y a plein de choses à dire. Sur chacun de ces principes, c'est une conférence à part entière. La nature, c'est introduire la nature dans... déjà, se ressourcer dans la nature. L'importance de la nature dans son ressourcement personnel et individuel. Ensuite, comment j'importe la nature dans la gestion de mon entreprise, par exemple. Notamment l'économie circulaire. Tout ce qui est biosourcé. Comment transformer mes déchets, qui sont des déchets pour moi, en ressources pour les autres. Un peu à façon de l'humus. Vous savez, la feuille tombe, c'est un déchet, et ensuite il est recyclé et il redevient une ressource pour un futur arbre ou une future plante. Donc, comment mes déchets d'aujourd'hui, on appelle ça l'économie bleue. Donc, il y a un chercheur dont j'ai oublié le nom tout de suite, là, qui a travaillé sur l'économie bleue. C'est typiquement la réflexion de ce sujet, qui était une réflexion de nature, en fait. Et ensuite, vous avez toute une réflexion, donc l'économie circulaire, autour de rechercher sa propre nature. Donc ça aussi, c'est, par exemple, savoir qui je suis. Ça nous emmènerait probablement assez loin ce matin, mais le taoïsme considère que chacun d'entre nous, on est avec une mission de vie, qui repose sur ses propres talents personnels, que j'appelle des dons. Chacun d'entre nous, on est tous différents, et on ne vivra jamais, on ne sera jamais aussi bien, performant, en bonne santé et heureux que si on connaît et identifie ses dons, son chemin de vie, que les taoïstes appellent Tianming. Tianming, c'est le mandat du ciel, hein, c'est-à-dire c'est la mission du ciel. Et quand on trouve sa mission de vie, à ce moment-là, on est conforme à la volonté et au vouloir du ciel. D'accord? Donc c'est très beau. Et donc, j'aide aussi, j'accompagne les leaders et les organisations à trouver leur mission de vie. Et la mission de vie pour les organisations, par exemple, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être. Voilà, la raison d'être, c'est Tianming, c'est le mandat de l'entreprise ou du leader. Alors après, il y a 18 principes, donc on pourrait ne faire que le podcast là-dessus, Marie-Ange, mais Ouais, la simplicité, la vérité, c'est la spontanéité, la simplicité, le beau, la bonté, l'adaptation au réel. Il y en a 18. Donc voilà, en fonction de ce qui vous intéresse, je peux répondre à ces questions-là. Et chacun de ces principes explique la façon dont la nature et l'univers fonctionnent. Et on peut l'adapter, on peut l'utiliser. C'est une grille de lecture du vivant à soi-même. Concrètement, est-ce que j'ai une relation simple à moi-même ou pas? Belle à moi-même ou pas? Bonne à moi-même ou pas? Est-ce que j'entretiens une relation d'amour à moi-même ou pas? Idem pour la relation avec mon conjoint. Je peux utiliser la grille des 18 principes dans ma relation avec mes enfants, avec mon employeur, avec mon équipe. Idem par rapport à l'organisation vis-à-vis du vivant. Est-ce que mon organisation elle a une relation simple à ses clients, naturelle, spontanée, bonne, juste, blablabla. Donc on voit bien la puissance du modèle qui permet finalement, en récupérant les principes, de l'adapter à chacun des étages, des niveaux logiques finalement de ce qui nous intéresse. Et tous les articles que j'écris, c'est l'appropriation de ces 18 principes, notamment sur chacune de ces tailles de découpage, moi-même, ma relation aux autres, mon équipe, mon entreprise, la société, le monde, et pourquoi pas le cosmos. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que, donc effectivement, il y a différents types d'étages. Merci à David en parallèle qui nous met les informations. Donc, effectivement, on peut retrouver énormément de détails, de descriptions sur votre site, donc le leadership taoïste. Et ce qui me marque particulièrement, c'est la façon dont vous percevez l'organisation comme un être vivant. Et ça rejoint aussi, par exemple, la sociocratie ou des fonctionnements holistiques d'organisation. On va essayer de voir quel est le mode de vie de cette organisation et comment on peut aller dans son sens. Donc, ce qui est passionnant, c'est que ça rejoint en fait énormément de domaines. Et vous l'avez vu, vous parlez d'économie bleue,
d'économie C'est circulaire. Gunther Paoli. Gunther Oui, Paoli. exactement, Voilà. Gunther Paoli. Donc, on voit que finalement, ça agrège énormément de visions, en fait, et ça fait comme une sorte de colonne vertébrale à laquelle on peut se raccrocher. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on peut avoir ces 18 principes auxquels, qui rendent les choses très concrètes. Et il y a un autre modèle, en fait, émergent on a déjà pu voir parce qu'on a 2 personnes qui ont participé aussi à ce podcast, qui sont Jeroen Spolstra et Katharina Claesen, et qui sont des designers qui sont en train d'imaginer des nouvelles méthodes pour pouvoir faire un design qui soit orienté vers le vivant. Donc, ils appellent ça le life-centered design. Et une des particularités, c'est que plutôt que d'avoir des personas où on va se poser la question qu'est-ce que veut mon utilisateur, qu'est-ce que veut mon client, quels sont ses besoins, on est en train de faire émerger des méthodes qui permettent de faire des personas non humains, c'est-à-dire qu'est-ce que pense l'arbre, quels sont les besoins d'un arbre, d'un lac, d'une montagne. Donc c'est très intéressant de voir que finalement cette façon de penser agrège énormément de façons de penser qui sont en train d'émerger justement pour être beaucoup plus proche du vivant. Donc ma question, ça serait, OK, on a un projet immobilier ou un autre, un projet touristique par exemple, on va se mettre à la place de l'arbre. Alors aujourd'hui, on ne sait pas parler avec les arbres. Donc comment est-ce que vous, vous y prenez? On ne sait pas parler avec les arbres. Oui, déjà, ce que je recommande aux entreprises, mais c'est assez simple, hein, aux entreprises, c'est déjà de mettre une plante verte dans leur salle de réunion. Déjà pour se souvenir que les arbres existent. Et, pour convoquer ce que j'appelle les parties prenantes silencieuses. Alors peut-être qu'on en parlera après. Après, comment convoque-t-on un arbre? Je crois qu'il ne faut pas que ce soit un acte mental, il faut que ce soit le plus spontané possible. Euh, Déjà, l'idée, par exemple, qu'un COMEX ou qu'un CODIR respire avec l'abdomen déjà pendant quelques respirations pour faire descendre le mental dans le corps, ça me paraît quelque chose d'important. C'est-à-dire, pendant quelques secondes, prendre le cerveau et le poser. Hein, et notamment, par la respiration, prendre quelques respirations, voilà, pour revenir à l'intérieur du corps et redécouvrir qu'on occupe un corps. Pourquoi? Parce que le corps, il est à l'image de la résonance de la nature. Pendant des millions d'années, ne serait-ce qu'au travers des biorhythmes, on sent que notre corps, il a vécu non pas au rythme de l'humain, mais au rythme de la nature. C'est-à-dire qu'on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Donc le simple fait de respirer avec l'abdomen nous rappelle notre corporalité et toute cette mémoire ancestrale de là où l'on vient. Donc on respire, on calme l'esprit, on calme le cœur. Les taoïstes parlent de vider le cœur. Et à ce moment-là, on est déjà beaucoup plus ouvert pour entendre ce que l'arbre a à nous dire. Et ensuite, c'est un travail, on va dire, un peu intuitif, d'inspiration spontanée. Et là, on se dit, de manière la plus spontanée possible, qu'est-ce que l'arbre aimerait nous dire par rapport à la décision que je suis en train de prendre. Et on l'a vu par rapport à l'hôtel, hein, c'est pas très Mmh. compliqué en fait. Hein. Je pense qu'un arbre aurait plein d'idées sur la monstruosité d'une tour de 50 étages ou de 20 étages sur un site littoral préservé. Et donc là, laissons faire la spontanéité. Je n'ai pas envie de répondre précisément à la question parce que la réponse, elle est spontanée dans l'instant. Mmh. Et je pense que si on est 8 autour de la table à s'ouvrir à sa propre intelligence corporelle intérieure, je pense que les idées viendront. Donc surtout pas répondre de manière mentale à cette question de comment un arbre répondrait-il, mais c'est plutôt respirer par l'abdomen pour devenir un arbre. Et je pense que la bonne réponse à cette question, c'est devenons un arbre. J'en profite, Marie-Ange, pour dire qu'il n'y a pas que l'arbre. Pour moi, dans mes travaux de recherche et mes inspirations, parce que je fonctionne beaucoup par intuition, il y a 4 enseignants de vérité. Les 4 maîtres enseignants de vérité, dans un monde finalement corrompu par l'humain, et parce que le mensonge est partout dans nos sociétés sont en train de se désagréger et deviennent de plus en plus disharmonieuses. Donc, et c'est vrai que le mensonge est omniprésent, et donc la plupart d'entre nous, on est à la recherche de canaux de vérité. C'est-à-dire, dans ce monde de désagrégation, quels seraient encore aujourd'hui des canaux qui seraient capables de ne véhiculer que de la vérité? Si on avait un peu plus de temps, Marie-Ange, je poserais la question à l'assistance, plutôt que de tout de suite apporter la réponse en disant, pour vous, quels sont les 4 maîtres enseignants de la vérité ou les 4 acteurs que je pourrais solliciter et qui me donneraient exclusivement des messages de vérité? Si on avait plus de temps, on jouerait à ce jeu et de temps en temps, avec les salles, je joue à ce jeu-là. Et pas plus tard qu'hier où j'étais en stage de Qigong.
Je vous donne tout de suite la réponse. Le premier enseignant de vérité, on a commencé à en parler, c'est la nature elle-même. D'accord? Un arbre et ne sait pas mentir. Et donc, par rapport à la construction de l'hôtel, il sera de nature à vous donner déjà quelques premiers éléments de réponse. Les deuxièmes canaux de vérité, c'est le corps. Le corps est un véhicule de vérité. C'est documenté par la science aujourd'hui, puisqu'on sait que même par rapport à tout ce que je suis en train de vous raconter, seul 7% de l'information est uniquement véhiculée par les mots. Le reste, c'est du paraverbal ou du non-verbal. C'est l'énergie que je dégage, le ton de ma voix, les traits de mon visage, les courbes de mon corps, surtout quand on est en physique. Donc, c'est 93% de l'information qui est diffusée par ce biais. Donc, on voit bien que les mots, finalement, ce n'est que 7% de l'information. Le corps, en revanche, ne ment pas. Et donc, et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui tiennent un discours, mais le corps dit le contraire. Eh bien, on retient le message du corps, on ne retient pas ce que disent les mots. Donc, c'est pour ça que le corps est un messager de vérité. Donc, écoutez votre corps, ça s'apprend, et des arts énergétiques comme le Qigong permettent de mieux découvrir les capteurs et les informations remontées par le corps. C'est pour ça que j'invite tout le monde à pratiquer un art de santé et d'énergie, parce que plus vous maîtrisez correctement, même le terme de maîtriser n'est pas adapté, mais plus vous travaillez avec votre corps, plus celui-ci vous enverra des informations de vérité. Le troisième messager, ce sont les animaux. Les animaux ne savent pas mentir. Et donc, la question de temps en temps un peu provocatrice que je pose à certains leaders, managers, etc., c'est que vous apprend votre chien ou votre chat? Quels sont les messages à apprendre de ces animaux familiers? Un chien qui, par exemple, a attendu toute la journée votre retour et qui, malgré tout, vous accueille content et ravi de vous retrouver, est-ce qu'un humain dans la même situation réagirait de la même manière? Je n'en suis pas sûr. Donc, au contraire, il ferait la gueule et vous reprocherait de l'avoir laissé pendant toute une journée à vous attendre, à s'ennuyer, pendant que monsieur travaillait ou faisait ce qu'il avait envie de faire. Et donc, le chien vous apprend la patience, vous apprend la tolérance et vous apprend peut-être l'amour inconditionnel. En toute simplicité. Parce qu'un chien vous apportera toujours ça, par exemple. Les chats, je les connais moins. Mais les chats, par exemple, ils vous apprendront l'indépendance, La liberté, l'autonomie, j'allais dire. la liberté, la Exactement. patience, l'art de se respecter, de dormir le nombre d'heures qu'il nous faut. Vous voyez comment, de manière très concrète, les animaux nous enseignent. Donc, je repose la question, que vous enseignent les animaux qui vous entourent? Et enfin, le dernier maître de vérité, ce sont les enfants. Les enfants nous enseignent. Et on passe à côté des enfants sans capter l'information et l'enseignement qu'ils nous portent. Les enseignements, c'est quoi? C'est la spontanéité, c'est la capacité d'émerveillement, c'est la joie dans l'instant, c'est l'authenticité, c'est l'engagement, c'est l'ouverture. Je rigole avec ça, mais il y a certaines entreprises dont les 3 valeurs de leadership, c'est l'authenticité, l'engagement et l'ouverture. Et de temps en temps, pour les provoquer, je leur dis, vous savez que le maître du leadership, le maître du leadership que vous êtes en train de décrire, c'est un enfant. En fait, vous êtes en train de valoriser les vertus et les qualités de l'enfant, et vous devriez mettre un enfant à la tête de l'entreprise. Si on joue la provoque jusqu'au bout, c'est ça qu'on est en train de dire. Et donc, on rigole un bon coup, et après, il commence effectivement à réfléchir. Alors, ça me permet de faire une belle transition sur la suite. Justement, quelle serait une entreprise, alors peut-être qu'il existe, je ne sais pas, ou une entreprise idéale qui fonctionnait selon les principes de la nature ou les principes du taoïsme, selon comment on veut le dire, Ouais. on va dire presque à 100%. Alors, je vais pas. Donc, il y a plein de conseils dans mon dernier bouquin qui s'appelle Le manuel pratique du leader taoïste. Hein. Donc, je pourrais pas tout dire, mais il y a des choses, par exemple, toutes simples. Si j'en parle, c'est qu'elles sont différentes. Donc, déjà, mettre une plante dans la salle de CODIR et dans la salle de COMEX, et dès qu'il y a une décision importante à prendre, on fait le tour de chacune des personnes qui sont là, et à un moment, on s'arrête par obligation sur le bonsaï ou la plante verte, et on lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses de la décision qu'on va prendre ?» Ça, c'est le premier point extrêmement simple. Ensuite, il faut avoir une raison d'être extrêmement élevée
qui contribuent effectivement au bien-être collectif des parties prenantes silencieuses, c'est-à-dire la faune, la flore, la biodiversité, mais aussi les générations qui viennent, hein, qui ne sont pas encore nées, et aussi la beauté du monde, tout simplement. Et ensuite, la plante, elle incarne tout ça. Et ensuite, on lui pose la question, et que penses-tu de la décision qu'on va prendre par rapport à toi, qui représente les parties prenantes silencieuses, par rapport à l'investissement qu'on est sur le point de prendre, par rapport au recrutement qu'on est en train de faire, etc. Et ensuite, la raison d'être, elle doit porter cette belle ambition et réunir toutes les envies des collaborateurs, mais aussi des fournisseurs, des parties prenantes, autour de cette ambition supérieure. Voilà, donc ça, on peut faire ça. Et ensuite, cette raison d'être, c'est le vrai patron de l'entreprise. C'est-à-dire que tout revient un peu comme une source. C'est pour ça que je ne perds jamais le fil de la conversation que l'on a, Marie-Ange, c'est que quand je dis que le taoïsme est le retour à l'origine, de la même manière, chaque fois qu'une entreprise décide, elle revient à l'origine de sa raison d'être et elle se pose les questions en fonction de l'origine de ce qui réunit tout le monde, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, les membres le management et les membres du CODIR, les collaborateurs, les fournisseurs, les partenaires, blablabla. Bla bla. Les clients, pourquoi pas, qui vont se retrouver dans cette raison d'être. Et chaque fois qu'on hésite, par exemple, entre deux axes stratégiques, celui qui devra l'emporter, c'est celui qui sert le mieux la raison d'être. On a deux collaborateurs, on hésite, ou même deux, trois collaborateurs dans un recrutement. Celui qui sera recruté, c'est celui qu'on estime le plus compétent pour mettre ses compétences au service de la raison d'être. Et l'organisation, c'est la même chose. Quelle est l'organisation la plus pertinente par rapport au service de la raison d'être? Et on voit bien que c'est très concret. L'ensemble des questions que l'on se pose est subordonné à la satisfaction de la raison d'être. Parce qu'elle fonde notre modèle économique. Et c'est aujourd'hui, pour moi, le grand apport donc, de la loi Pacte et de l'entreprise à mission, c'est ça. Mais c'est extrêmement puissant. Et que quelque part, le fait de la rentabilité est une condition nécessaire, mais pas suffisante, puisque ce qui englobe ce besoin de financement et de rentabilité, c'est le service à une cause plus grande qui nous dépasse et qui est de nature à motiver tous les collaborateurs et motiver également le marché et les clients. C'est la raison d'être et l'intérêt supérieur finalement de la collectivité. Donc ça, c'est essentiel. La raison d'être, que j'appelle avec mes mots l'envision, c'est-à-dire la vision qui donne envie, c'est ça qui doit fédérer et cimenter l'ensemble de l'activité socio-économique, éco-socio-économique maintenant, de l'entreprise. Deuxième chose, quelque chose d'extrêmement simple, je vais prendre juste 3 exemples, hein. C'est la plante verte et la raison d'être. Saisonnaliser son activité. Ça, vous ne le trouverez pas, quasiment pas dans la littérature. C'est quelle entreprise aujourd'hui accepte de saisonnaliser son activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. Si on suit les rythmes de la nature, les hommes et les femmes, pourquoi? Parce qu'on a des millions d'années d'évolution derrière nous, on est extrêmement en forme l'été, on a la pêche, on a la patate, on peut travailler 10 heures non-stop sans aucune difficulté. Dans les sociétés traditionnelles, ils faisaient les foins, ils moissonnaient, et le soir, ils allaient au bal pour trouver leur promise, etc., jusqu'à pas d'heure. Parce que c'était l'été, on avait beaucoup d'énergie, on était vigoureux, d'accord? Et on faisait les moissons et on travaillait beaucoup. L'hiver, en revanche, on entre dans ce que l'on appelle, dans le monde des végétaux, la dormance de la nature. Donc, c'est-à-dire que les feuilles tombent, il n'y a plus de feuilles, l'activité de la nature se rabougrit, se rétrécit comme ça, et tout se passe dans le sol, et les racines poussent, et ça se passe dans la terre. Et on ralentit tout. Ça, c'est la nature. Eh bien, une entreprise biomimétique, elle fonctionnerait dans ces rythmes de manière homothétique et symétrique par rapport au rythme de la nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser beaucoup plus l'été et beaucoup moins l'hiver. Or, dans les entreprises que l'on croit hautement rationnelles qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'on fait? Strictement l'inverse. C'est-à-dire qu'on part en congé l'été et on bosse comme des fous à la fin de l'année parce qu'il y a des queues de budget, il y a des inventaires, on a encore des sous, il faut vite terminer des choses, on termine les dossiers parce qu'il y a un nouveau cycle comptable qui démarre. On est complètement en opposition de phase par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Et à ce moment-là, le leader, il commence à prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose de pourri dans le royaume. Et parce qu'en plus, l'automne, on entre, nous aussi, dans ce qu'on appelle la dormance, c'est-à-dire que les gens sont moins à ce qu'ils font, ils doivent dormir davantage, ils sont moins concentrés, voilà. Et donc, l'entreprise du futur, l'entreprise biomimétique,
elle respecterait ça. Elle adapterait les rythmes de l'entreprise où on travaillerait beaucoup plus l'été et beaucoup moins l'hiver. Elle respecterait également les biorhythmes de chacun. Quelle entreprise aujourd'hui respecte le biorhythme du collaborateur qui dit, tu sais, moi, je ne suis pas du matin. Et donc, moi, avant 9 heures, je ne peux pas bosser. Ou avant 10 heures, je caricature. Est-ce qu'il y a un manager donc taoïste et biomimétique qui accepterait de dire, OK, bah pour toi, puisque c'est ton biorhythme, tu démarreras plus tard, mais en revanche, tu travailleras plus tard le soir parce que tu démarres plus tard. Et inversement, certains sont plutôt du matin. Bon, après, ce n'est pas évident en termes de gestion d'équipe, mais la logique voudrait qu'on aille jusque-là. Je continue la saisonnalité. La saisonnalité, ça va aussi jusqu'à dire que Et ce sera le dernier point. de la même manière qu'il existe une saison dans la journée, il existe une saison dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a un matin, il y a une fin de matinée, il y a un midi, il y a un début d'après-midi, il y a une fin d'après-midi et il y a un soir. Eh bien, chaque période de la journée a sa propre tonalité. Eh bien, le taoïsme nous enseigne que si vous avez des réunions créatives, vous les mettrez plutôt dans la période de l'énergie du bois le matin. Si vous devez ensuite travailler au niveau de la stratégie, c'est plutôt l'énergie du feu, c'est en fin de matinée. Ensuite, l'énergie de la terre, ce sera plutôt le repas et la digestion et les pauses de manière générale. Si vous devez arbitrer trancher, travailler sur le plan comptable, juridique, cybersécurité, plutôt en l'après-midi, en fin d'après-midi. Et enfin, le repos, s'ouvrir sur autre chose, à ce moment-là, c'est l'énergie de l'eau et ce sera plutôt en soirée. Et on appelle ça un after work. Et ça, c'est vraiment très, très concret. Bah, merci beaucoup, Laurent. Et, Oui, je sens et, que et vous on ne avez envie planifie d'ajouter pas autre des chose. réunions n'importe comment. On ne planifie pas des réunions n'importe comment. La réunion, c'est dis-moi quel est l'ordre du jour de ta réunion et je te dirai à quelle heure la planifier. Super riche. Et puis, on peut même parler peut-être de la raison d'être des réunions. On parle de réunionnite. Peut-être, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de l'objectif? Et en plus, si on peut vraiment les caler avec nos rythmes biologiques, c'est vrai que ça permettrait probablement d'être beaucoup plus rationnel, en fait, et efficace, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est super intéressant aussi de voir que tout ce que vous dites, finalement, j'ai l'impression que cette saisonnalité, cette entreprise qui fonctionne au rythme du vivant, eh ben, elle sera probablement beaucoup plus attractive pour les nouvelles générations qui sont plus conscients, je pense, de tout ça, qui cherchent du sens, qui cherchent aussi à voir comment ils peuvent s'intégrer dans cette société. Donc probablement que ça serait aussi un point supplémentaire un point, on va dire, motivant pour les organisations pour pouvoir attirer, bien plus ce type de public à l'ère où il est compliqué de recruter comme on le sait. En tout cas, merci beaucoup, Laurent, c'était extrêmement riche. Merci pour, l'abondance de ces informations et on peut retrouver, énormément de connaissances, j'allais dire supplémentaires sur votre site. Donc merci Et beaucoup. sur les articles, Ouais. qui sont vraiment en libre lecture, hein, donc sur mon site voilà, leadershiptaoist.com, donc dans livres et articles, il y a beaucoup d'articles qui développent gratuitement. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter le livre. Donc pour voilà, découvrir un peu tout ce que je suis en train de vous raconter et mes travaux de recherche. Voilà. Merci beaucoup.